Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Politique en ouverture de ce journal au Burkina Faso, la liste des prétendants au fauteuil présidentiel ne cesse de s'allonger à l'approche du scrutin d'octobre prochain. Ce week-end, Ablassé Ouédraogo, l'ancien chef de la diplomatie du président déchu Blaise Compaoré, a été investi par son parti surnommé le Faso autrement. Pour lui, le Faso a besoin d'un véritable changement. Compte rendu de Dina Koussou. La course à la magistrature suprême prévue pour octobre prochain au pays des hommes intègres a de nombreux candidats. Après les désignations des sankaristes, du Parrain, de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, pour ne citer que ces partis politiques, ce week-end ce fut le tour d'Ablassé Ouédraogo, ancien chef de la diplomatie burkinabé sous l'ère Blaise Compaoré, d'être investi par son parti appelé le Faso autrement. Pour lui, l'année 2015 constitue un moment de l'alternance. Cet économiste et homme politique burkinabé qui a occupé successivement les postes de ministre des Affaires étrangères, conseiller du président Compaoré, avant d'assurer les hautes fonctions de directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, a les ambitions de transformer son pays en mettant l'homme au cœur de son projet. Alors que les rumeurs d'un éventuel report de la présidentielle vont bon train dans le pays, le candidat du Faso autrement n'a pas cessé de marteler que les élections présidentielles et législatives se tiendront à la date prévue parce que c'est le souhait du peuple. Ablassé Ouédraogo, qui se considère comme l'homme du consensus, le conciliateur et le rassembleur, a appelé à la mobilisation de tous les Burkinabés pour que les clés du palais présidentiel lui soient confiées au soir du 11 octobre 2015. Restant en politique, en prélude des négociations entre parlements libyens rivaux sous l'égide de l'ONU afin de parvenir à un accord sur le gouvernement d'union nationale, l'Égypte, l'Algérie et l'Italie ont appelé ce dimanche à une solution politique au conflit qui déchire la Libye. Abdulaziz Maïga Sanfeliko. Hormis l'émissaire de l'ONU Bernardino Léon qui tente depuis des mois de rapprocher les points de vue divergents des autorités rivales libyennes, le chaos du pays cher à Muammar Kadhafi préoccupe plus d'un. Réunis dimanche au Caire, des responsables égyptiens, algériens et italiens ont apporté leur soutien aux tractations menées par l'émissaire onusien. Les trois pays sont d'accord sur le futur de la Libye et la situation en Libye dans un effort commun pour les trois pays de soutenir la stabilité de la Libye, l'unité de la Libye et la volonté du peuple libyen. Nous ne pouvons plus perdre de temps avec ceux qui travaillent contre l'intérêt du peuple libyen, ceux qui étendent le terrorisme et les combats. Les trois ministres sont convenus sur des propositions pouvant sortir la Libye de son profond coma. Notre point de vue a été compris sur les trois aspects. Premièrement, la solution pacifique et la formation d'un gouvernement national pour gérer la situation en Libye. Deuxièmement, sur le problème de sécurité, particulièrement le terrorisme. Et troisièmement, sur l'immigration illégale. Par ailleurs, les représentants libyens se retrouvent ce lundi à Skirat, ville balnéaire marocaine située entre Rabat et Casablanca, pour une session de négociation que la mission d'appui des Nations Unies en Libye a qualifiée de décisive. En effet, l'objectif est de trouver un accord avant le 17 juin du Ramadan, le mois de jeûne musulman. Direction Gabon pour le volet diplomatie. Plusieurs accords de partenariat ont été signés au palais présidentiel de Libreville sous les yeux du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba et du souverain du royaume chérifien Mohamed VI. Ces traités constituent un modèle de coopération entre deux pays du continent africain. Reportage d'Uriel Abaga. Dans le cadre de sa visite de travail au Gabon, Mohamed VI, le roi du Maroc, a assisté ce lundi avec Ali Bongo, le chef de l'État gabonais, à la signature de 4 accords de partenariat entre leurs deux pays. La cérémonie qui s'est tenue à l'auditorium du palais présidentiel de Libreville a débuté par une intervention de Mohamed Hassan, ministre marocain de l'Intérieur, qui a expliqué le travail de l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain. Un programme marocain vieux de 10 ans, basé sur une politique de décentralisation pour lutter particulièrement contre la pauvreté et
et l'exclusion sociale. Le membre du gouvernement de Rabat a été remplacé sur l'estrade par Jean-Pierre Oyiba. Le ministre gabonais de la Santé et de la Prévoyance sociale a quant à lui dévoilé les accomplissements de la SIHG, stratégie d'investissement humain au Gabon, qui entend marcher sur les pas de l'INDH. Dans le détail, 2 accords ont été signés entre le ministre gabonais de la Santé et le numéro 1 marocain de l'Intérieur. Ils concernaient la coopération en matière de prise en charge des enfants autistes et trisomiques, mais aussi la mise en place des unités médicales d'hémodialyse. Le ministre gabonais du Commerce et son homologue marocaine en charge de l'artisanat ont paraphé un mémorandum d'entente en matière de travail artistique fait à la main. Le dernier accord portait sur la coopération en matière de formation professionnelle. Les textes portent les signatures du ministre gabonais du Travail et de la formation professionnelle, mais aussi des dirigeants de l'Office marocain de l'emploi. Selon la ministre gabonaise déléguée en charge de la prévoyance sociale, tous ces accords découlent d'un processus en marche de renforcement des relations entre le Gabon et le Maroc. Marie-Françoise Dikoumba, par ailleurs coordonnatrice de la SIHG, a annoncé les ambitions pour cette année. Nous avons prévu qu'en décembre 2015, nous procéderons à l'inauguration de 2 centres d'hémodialyse et d'un centre pour enfants autistes et un centre d'accueil et de suivi pour enfants trisomiques. Le départ du président Ali Bongo Ondimba et du roi Mohamed VI a marqué la fin de cette cérémonie. Un événement qui devrait clôturer le séjour du souverain chérifien au Gabon depuis vendredi dernier. Nous restons au Gabon pour parler éducation. Le centre de l'Institut africain de l'informatique IAI a reçu la visite du président-directeur général Afrique de la structure de téléphonie mobile Airtel ce lundi pour s'imprégner de la structuration d'un des centres de formation du programme Train My Generation, une initiative soutenue par l'UNESCO et le gouvernement gabonais. Roland Diakou était sur place. Le président-directeur général Afrique de la structure de téléphonie mobile RTL a effectué une visite ce lundi matin accompagné de quelques membres de l'UNESCO au centre de l'Institut africain de l'informatique pour voir la mise en place du programme Train My Generation. Ce programme qui consiste à former 5000 Gabonais en 3 ans est le premier partenariat jamais conclu entre l'UNESCO et une entreprise privée basée en Afrique subsaharienne. L'UNESCO est très fier de s'associer à RTL sous la direction du ministère de l'Éducation, de conduire ce programme parce que l'UNESCO est là pour les jeunes, pour beaucoup d'autres choses, mais aujourd'hui pour les jeunes. Une jeunesse bien formée est une jeunesse qui va servir son pays. Le Gabon, qui est le premier pays à mettre en exécution ce programme, a déjà enregistré un bon nombre de candidats à cette formation dans l'un des 10 cybercentres équipés des serveurs et ordinateurs créés dans des écoles de Libreville, de Port-Gentil, d'OIM, de Franceville, de Bitam et de Lambaréné. Après la visite du site, le PDG Afrique de RTL s'est dit satisfait et prétend étendre l'initiative dans d'autres pays du continent. Et nous avons émulé cette formation dans d'autres pays. Donc le Gabon a été le premier à démarrer. Nous avons le Tchad. Nous allons compléter dans d'autres pays où nous sommes RTL pour faire en sorte que cette initiative soit dupliquée et répliquée dans d'autres pays. Il a par la suite promis aux 10 meilleurs de la formation un stage de 6 mois rémunéré pour valoir ce qu'ils ont appris. L'entreprise de téléphonie mobile alloue 4,3 millions de dollars à ce projet qui est mis en œuvre par l'UNESCO avec le soutien du gouvernement gabonais. Économie en bref et en images. Les marchés financiers turcs ont ouvert dans la tourmente lundi avec une chute de la bourse et de la monnaie nationale au lendemain des élections législatives où le parti au pouvoir a essuyé un sérieux revers qui risque d'offrir une période d'instabilité dans le pays. La Banque centrale turque a immédiatement réagi à cet effondrement en annonçant avoir baissé ses taux appliqués aux dépôts en devises à une semaine. Ces taux seront abaissés à partir de mardi, passant de 4% à 3,5% pour le billet vert et de 2% à 1,5% pour l'euro, a indiqué l'institution monétaire. Après l'annonce de cette mesure, la monnaie turque s'échangeait à 2,76 $ et 3,8 €. Le parti islamo-conservateur de la justice et du développement AKP du président turc Recep
Tayyip Erdogan a essuyé un sérieux revers dimanche aux législatives. Il a perdu sa majorité absolue, détenue depuis 13 ans au Parlement, enterrant de fait ses espoirs de renforcer son règne, son partage sur le pays. Le Parlement est désormais davantage fragmenté. Aucun des 4 pays représentés selon les résultats du scrutin ne peut en l'état former seul un gouvernement et les possibilités d'une coalition semblent difficiles, inquiétant les marchés. Toujours en économie, les acteurs de référence dans les secteurs de la banque et de l'assurance sur le continent africain, Saham et Financecom, ont décidé de sceller une alliance stratégique dans le but de mettre en commun leurs compétences et d'accélérer leur expansion dans le secteur de services financiers en Afrique. Reportage. Les alliances stratégiques entre grandes entreprises pour conquérir l'Afrique se multiplient. Le dernier partenariat en date a été celui conclu entre les groupes marocains Financecom et Saham, acteurs de référence dans les secteurs de la banque et de l'assurance sur le continent africain. Ces opérateurs ont décidé de sceller une alliance stratégique dans le but de mettre en commun leurs compétences et d'accélérer leur expansion dans le secteur des services financiers en Afrique hors Maroc. Une alliance qui sera matérialisée par la création d'une structure juridique détenue à parité par les 2 groupes. Selon les 2 groupes, cette entité sera dédiée principalement au développement commun et à la coordination de plateformes métiers présentant les synergies les plus fortes. La conclusion de cette alliance stratégique viendra renforcer l'offre de services financiers dans le cadre d'une approche de co-développement. Elle démontre une nouvelle fois l'engagement des 2 groupes à s'investir pleinement dans le développement du continent africain. De même, elle représente un potentiel significatif de création de valeur pour les 2 partenaires. Leur complémentarité dans les domaines bancaires, assurances et services financiers, ainsi que les perspectives de synergie industrielle, plus particulièrement dans la banque assurance, font de ce partenariat un atout non négligeable. Santé à présent, pour commémorer la disparition de Feu Omar Bongo Ondimba il y a 6 ans, la fondation gabonaise qui porte son nom a organisé ce lundi une caravane médicale au centre d'accueil Saint-Joseph d'Agondé de Libreville. Un accent particulier a été mis sur le diabète. Reportage de Marielle Biogou. La Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement a organisé ce lundi une caravane médicale au centre d'accueil d'Angondé de Libreville. En plus des consultations et des dépistages gratuits offerts aux quelques patients ayant effectué le déplacement de la commune d'Akanda, l'accent a été mis particulièrement sur le diabète. Nous luttons contre le diabète. C'est une maladie silencieuse qui tue, mais qui n'est pas très connu apparemment du grand public. Selon Eric Baye, l'un des meilleurs spécialistes gabonais du diabète, cette pathologie chronique est malheureusement très présente au Gabon. Le diabète est en pleine évolution dans notre pays. Nous sommes passés en moins de 20 ans de un peu moins de 2% à aujourd'hui une estimation qui est entre 6 et 10% de la population. Le corps médical qui s'est fortement mobilisé et certains patients ont salué cette initiative qui participe à la lutte contre le diabète, véritable problème de santé publique au Gabon. Nous avons une liste des médicaments disponibles en ce moment. Donc on prescrit, on fait une ordonnance à base de ce registre-là. Et après, le patient est envoyé au stand des pharmacies pour récupérer ces médicaments. Un grand merci pour les promoteurs de cette caravane qui de temps en temps viennent nous secourir, nous les malheureux du quartier. Nous aimerions que de temps en temps, qu'ils fassent ainsi, qu'ils multiplient les opérations. Cette caravane a été organisée pour commémorer la disparition de Feu Omar Bongo Ondimba, disparu il y a 6 ans. Toujours en santé à Rome ce dimanche après-midi, le Togo a reçu des distinctions pour sa victoire contre la faim remise par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation aux pays ayant accompli des progrès dans leur combat pour la sécurité alimentaire dans le monde. Léa Tsam. C'est au nom du chef de l'État que le ministre de l'Agriculture,
Uroko Koura-Agazi a reçu le prix des objectifs du millénaire pour le développement des mains du directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, José Graziano da Silva. La FAO veut saluer les progrès accomplis par le Togo qui permettront avant 2020 de parvenir à un taux de prévalence inférieur à 5%. Le pays de l'Afrique de l'Ouest se place ainsi en tête de liste des pays étant parvenus à cet objectif comme l'Afrique du Sud, l'Indonésie, Panama, la Tunisie ou Trinidad et Tobago. En titre de rappel, il y a 2 ans, lors du 38e sommet de la FAO, l'organisation onusienne avait déjà récompensé le Togo pour avoir rempli le premier objectif du millénaire pour le développement qui visait à diminuer de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim. Déterminé à éliminer la faim et la malnutrition dans le monde, à l'occasion du 39e sommet de la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, dans son volet sur la lutte contre la faim, encourage ainsi le Togo et les 14 autres pays qui ont atteint les objectifs internationaux relatifs à l'éradication de la faim extrême, à savoir Djibouti, l'Angola, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Mali et Sao Tomé. Le volet immigration en bref et en images. Quelques 150 migrants rescapés qui ont passé des semaines à la dérive dans le golfe du Bengale ont été remis lundi par la Birmanie au Bangladesh voisin. Dernier épisode de la crise des migrants en Asie du Sud-Est. Ces migrants tentaient comme des milliers d'autres de fuir la misère de leur pays, mais la soudaine désorganisation des filières d'immigration clandestine en Asie du Sud-Est avait bouleversé leur périple. Ils sont restés des semaines en mer en perdition avant d'être découverts par la marine birmane il y a quelques jours et conduits dans des camps en état Rakhine dans l'ouest de la Birmanie. Ils étaient environ 200 sur le bateau. Estimant que la majorité d'entre eux étaient originaires du Bangladesh, la Birmanie avait dès leur découverte annoncé son intention de les renvoyer dans leur pays. Environ 4500 personnes ont réussi à regagner la terre ferme ces dernières semaines, mais d'après les estimations de l'ONU, environ 2000 autres seraient encore en mer. Nous ouvrons la page environnementale avec cette actualité brève et en images. Note d'espoir dans la lutte contre le changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre de la Chine devraient atteindre leur pic en 2025 puis décliner, soit 5 ans plus tôt que prévu par Pékin, selon une étude publiée lundi. Selon les courbes actuelles, la Chine, premier émetteur mondial, devrait dégager 12,5 à 14 milliards de tonnes équivalent CO2 en 2025. Un record pour ce pays avant que les émissions commencent à diminuer, prévoit cette étude réalisée par l'économiste du climat Nicolas Stern et l'analyste Fergus Green. Ce résultat suggère qu'il est de plus en plus probable que le monde évite un réchauffement mondial de plus de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, soulignent dans un communiqué les auteurs de ce rapport produit par 2 instituts de recherche de la London School of Economics. Les États réunis jusqu'à jeudi à Bonn négocient pour tenter de parvenir à un accord universel à Paris en décembre destiné à prendre le relais du protocole de Kyoto à partir de 2020. Il s'agit de limiter le réchauffement mondial à 2% Celsius, seuil au-delà duquel la science annonce des impacts dévastateurs sur les écosystèmes comme sur les économies. Toujours en environnement, exposé à une épidémie de loques, une maladie mortelle pour les ruches causée par un germe, les abeilles d'Afrique du Sud sont aujourd'hui menacées de disparition. Marielle Biogo. Après celles d'Europe et des États-Unis, les abeilles d'Afrique du Sud sont aujourd'hui menacées de disparition. Selon un agronome spécialiste des abeilles, Michael Sopp, une épidémie de loques américaine, une maladie mortelle pour les ruches causée par un germe, fait ravage pour la première fois dans l'histoire récente du pays. La maladie se serait fortement répandue durant les 5 derniers mois dans l'ouest du pays, où quasiment toutes les ruches sont infectées. Ces insectes, indispensables à la pollinisation de plusieurs espèces végétales, sont pour cet agronome aujourd'hui menacés à cause des méthodes d'apiculture intensives, des pesticides et de la pollution.
L'ampleur de la maladie dans la nation arc-en-ciel peut s'expliquer à cause du mode de vie des abeilles. En effet, lorsqu'une ruche meurt, des abeilles d'autres ruches s'y précipitent pour en récolter le miel. C'est ce miel contaminé qu'elles rapportent dans leur propre ruche, propageant ainsi la maladie. Cette épidémie comporte une menace surtout pour le secteur agricole qui est estimé en Afrique du Sud à 20 milliards de rands, soit 1,5 milliard d'euros. Pour faire face à cette menace, le ministère sud-africain en charge de l'agriculture dit travailler actuellement sur un programme d'action. Ce dernier prévoit, selon Muketsa Ramasodi, un directeur de ce ministère, de limiter les autorisations d'ouvrir les ruches, d'informer largement sur la maladie et de créer des règles plus strictes de gestion des colonies, comme l'analyse régulière des larves pour identifier les malades avant qu'elles ne contaminent toute la ruche. Et dans le cadre de la rubrique 7 ans plus d'hier soir, Carnot Atomomengue a reçu Uriel Abaga sur le plateau pour parler de l'arrivée de 3 personnalités soudanaises dans la nouvelle équipe à des postes stratégiques tels que les affaires étrangères. Bien que plusieurs observateurs restent sceptiques, Béchir confirme ainsi sa volonté d'ouvrir une nouvelle page. Regardez. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous suivez depuis quelques semaines l'évolution de la situation politique en République du Soudan. Alors comment expliquer l'empressement pour Omar El-Béchir et les siens de dévoiler les 3 premières nominations à ce gouvernement qui, vous l'avez précisé, pourraient être composé d'une 30aine de personnes? Déjà, pour revenir un peu dans l'histoire, faire un peu le portrait d'Omar El-Béchir, ce n'est pas le chef d'État le plus fréquentable du monde. Omar El-Béchir prend le pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État militaire et durant 26 ans, il a quasiment dirigé le Soudan de manière autarcique. Pas qu'il avait les moyens d'assurer à lui seul la pérennité et la stabilité de cet État, mais il a contribué par des guerres incessantes, des guerres internes incessantes, par des violations régulières des droits de l'homme, à faire de ce pays-là un pays infréquentable pour les puissances occidentales. Et maintenant, la semaine dernière, quelques semaines après son investiture sa réélection en tant que nouveau président du Soudan, à sa cérémonie d'investiture, il a, à la surprise générale devant toutes les personnes invitées, tous les convives, il y avait même Robert Mugabe. Nous savons quel rapport Robert Mugabe entretient avec l'Occident. Devant ce parterre d'invités, il a, à la surprise générale, prôné l'ouverture, prôné la réhabilitation de ses relations avec l'Occident. Et je crois que moins d'une semaine après cette investiture-là, le fait de nommer des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et du pétrole constitue en quelque sorte la preuve que Omar El-Béchir entend vraiment marcher sur les pas qu'il a... Une sorte de gage présenté aux gouvernements occidentaux pour démontrer l'ouverture que prône le président soudanais. Mais aujourd'hui, on sait que Omar El-Béchir va former un gouvernement d'une 30aine de personnes. Est-ce que cette ouverture avec l'Occident va rimer avec une ouverture politique à l'intérieur du pays, avec notamment dans ce gouvernement la représentation de divers partis politiques et tout ça, et tout le reste? Encore, il faut espérer que la volonté de Omar El-Béchir de rafraîchir la relation avec l'Occident soit réelle, parce que, comme la plupart des observateurs, j'ai la faiblesse de croire qu'après 26 ans, passé à commettre des exactions, 26 ans passés à ne respecter quasiment rien du tout, on puisse autant changer de point de vue. Parce que quoi que la politique soit, en politique, la vérité d'hier n'est pas nécessairement la vérité d'aujourd'hui. Mais je crois quand même, j'ai la faiblesse de croire, je le répète, qu'Omar El-Béchir puisse changer d'avis. Après, si ouverture il y a avec les Occidentaux, la question, comme vous venez de la poser, reviendra sur le fait d'être ouvert maintenant au pouvoir, aux contre-pouvoirs qui sont en place au Soudan.
Omar el-Béchir a remporté l'élection présidentielle de 2010 et celle de 2015 sans la présence de l'opposition qui a boycotté les deux scrutins présidentiels. Il a remporté l'élection face à 13 candidats qui étaient quasiment inconnus. Il dirige quasiment par décret. La preuve, c'est qu'il nomme lui-même ses ministres. Vous venez de voir qu'il a nommé lui-même ses ministres. Donc il y a toujours cette même mise-là, ce caractère autocratique, ce caractère totalitaire. Et il faut espérer pour le bien du peuple soudanais, pour le bien du continent africain et pour le rapprochement tant voulu avec les puissances occidentales que Omar el-Béchir puisse s'ouvrir à l'opposition. Dans tous les cas, tous les projecteurs seront braqués sur le Soudan pour voir la composition de ce nouveau gouvernement nommé par Omar el-Béchir. Je vous précise qu'il en a déjà dévoilé 3. Il reste 27 puisque le gouvernement doit être composé d'une trentaine de personnes. Uriel Abaga, merci d'être avec nous. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information sur les antennes de Canal 7, la chaîne panafricaine. Bonne journée.